Pascal Flamand m'a contacté pour me proposer cette présentation. Je dois avouer que j'ai été très flatté, donc j'ai accepté. Et tout de suite après, j'ai compris le challenge que c'était de parler du panorama de l'Internet des objets, parce qu'il se trouve que par ailleurs, j'interviens dans un master de l'Université de Nice, où je présente les technologies, une vue globale des technologies de l'Internet des objets, et je le fais en 6 heures. Donc là, il fallait que je passe en 25 minutes. J'avais le choix, soit j'accélérais de 12 fois mon débit vocal, soit j'essayais plutôt d'extraire les éléments les plus importants du discours. Alors bien sûr, c'est ce que je vais faire ce soir. Pascal vous l'a dit, je travaille chez Orange depuis maintenant 10 ans, Orange Labs, où je m'occupe d'abord de ce qui s'appelait le M2M, et puis ce qui s'appelle de plus en plus maintenant, depuis quelques temps, l'Internet des objets, l'IoT. Auparavant, dans les années 90, en fait en 1990 pour être précis, avec 2 amis, nous avions créé une petite société dont le domaine d'activité était, comment définir autrement que de dire l'ensemble, enfin du moins des systèmes qui reposaient sur l'assemblage de domaines technologiques, de 3 domaines technologiques qui étaient l'électronique et l'informatique embarquée, les télécommunications, principalement les radiocommunications, et puis du logiciel au-dessus de ça, plutôt côté, on va dire, site central d'exploitation, de supervision, de contrôle, de suivi. Alors, à l'époque, je vais essayer de passer au transparent suivant, voilà. En 1990, il faut bien essayer de se remettre en tête de ce qui existait sur le marché en termes de technologie. Il n'y avait pas de GSM, ça allait venir seulement, je dirais, au niveau du grand public 7 ans plus tard. Par contre, il y avait des réseaux cellulaires analogiques avec une couverture nationale en France, je pense à Radiocom 2000. Il y avait aussi des réseaux radio privés, PMR, qui existent d'ailleurs toujours aujourd'hui. Il faut bien savoir qu'en France, en ce moment, on a à peu près 26 000 réseaux PMR en activité. C'est pas rien et ça peut servir dans certains systèmes. Il n'y avait pas d'ADSL, donc quand vous vouliez faire la téléinformatique, il fallait brancher votre modem, l'activer, attendre les tonalités qui indiquaient l'accrochage, et puis voilà, vous étiez joyeusement à quelques dizaines de milliers de bits par seconde. Pas d'accès facile à l'Internet, ça découle plus ou moins de la disponibilité de l'ADSL, mais il y a d'autres facteurs. Sachant par contre que 90, c'est l'année d'apparition du premier site web interne au CERN. Et à cette époque, par contre, en France, nous avions la chance d'avoir le Minitel. Et je dis pas ça en plaisantant, parce que nous étions le seul pays à avoir une offre de télématique grand public à l'époque. Niveau logiciel, l'apparition du premier kernel, du premier noyau Linux, l'apparition également de la licence GNU GPL, open source, donc. Côté Microsoft, Windows 3.0, si certains d'entre vous ont connu, ça laisse des souvenirs totalement inénarrables. Et puis 2 éléments non techniques. D'abord, au niveau de la réalisation de cartes électroniques en termes de prototypage, c'était quelque chose qui était assez compliqué et qui coûtait surtout assez cher. Et quand vous aviez besoin d'un petit peu d'argent pour monter des projets, la notion de capital risque était assez peu diffusée à l'époque, et donc c'était très difficile de trouver des investisseurs pour investir dans votre projet. N'empêche que il était tout à fait possible de faire des systèmes relativement, on va dire, sophistiqués, comme par exemple des systèmes temps réel de suivi de véhicules avec une forte valeur ajoutée métier. Alors là, je vous ai montré, je vous ai mis sur ce transparent ce que nous avions livré en 1994, qui était un système d'attribution en temps réel de courses taxi. Le support de radiocommunication utilisé était un réseau privé, un réseau mobile privé, donc, avec 2 cellules, avec une gestion du roaming entre les deux cellules. Au niveau du taxi, un équipement assez lourd, ça faisait un petit peu enfin aujourd'hui, avec la vision d'aujourd'hui, ça fait un petit peu bricolage. Un équipement embarqué dans lequel se trouvait l'intelligence, cette intelligence servant à contrôler l'émetteur-récepteur, servant également à contrôler un combiné radiotéléphonique qui permettait aux chauffeurs de taxi de passer en mode phonie lorsqu'il en avait besoin. Mais tout le reste se faisait en mode data, avec en particulier l'affichage des courses sur le petit afficheur que vous voyez ici. Il y avait également gestion d'une pédale d'urgence en cas d'alerte, en cas d'agression. Bon, je vous passe le détail. Le plus important à garder en tête, c'est que là, à cette époque-là, on n'avait que globalement 2 types de réseaux radio. Et sur ce transparent, j'ai essayé de vous réunir, non pas la globalité, mais un gros panorama de ce qui existe aujourd'hui en termes de réseaux radio. Pas rentrer dans le détail là non plus. Le classement sur le transparent, il y a une petite logique, c'est
du côté gauche, c'est plutôt ce qui est courte distance, du côté droit, c'est plutôt ce qui est à couverture globale, donc on retrouve les opérateurs satellitaires. Et au milieu, c'est ce qu'il y a entre les deux. On trouve les réseaux cellulaires numériques d'aujourd'hui sous l'étiquette 3GPP. Il y a toujours du réseau radio mobile privé, professionnel, avec les technos DMR, DPMR, etc. On ne va pas rentrer plus dans le détail. Simplement, ce que je voulais montrer par ce transparent, c'est qu'aujourd'hui, on a une offre qui est remarquable en termes de médium de communication. Et ça permet de mettre au point un certain nombre de systèmes, de réaliser de façon relativement simple un certain nombre de systèmes. On peut faire du suivi de containers, on peut faire du contrôle de l'environnement, on peut faire de la logistique avec du RFID, du suivi des colis depuis le site de fabrication jusqu'à la livraison chez la personne qui a commandé, en passant par le suivi des véhicules qui transportent ces colis. On peut faire de la domotique, on peut faire de la gestion de l'énergie, tout ce qui est smart grid, si on tient à utiliser un terme anglo-saxon. On peut faire de la télémaintenance, du contrôle à distance, de photocopieuses, de machines de distributeurs de boissons, etc. Donc au final, on se rend compte qu'il y a dans ce domaine-là une très très grande variété de besoins. Donc en réponse à cette très grande variété de besoins, un très grand nombre de solutions. Et j'irais même jusqu'à dire que dans certains cas, il y a une solution par utilisateur, par client. Nous l'avions bien vu avec les taxis, il y avait vraiment un système taxi par groupement d'artisans taxi. Il y a quand même un point commun, entre tous ces systèmes-là, ce sont les trois domaines technologiques que j'ai déjà évoqués, sous-jacents, qui sont la partie électronique, informatique embarquée, ensuite la partie communication, et enfin la partie logiciel applicatif. Il faut bien garder en tête que cette partie applicative se retrouve à la fois côté embarqué, côté machine sur le terrain, côté véhicule, etc., mais également, bien sûr, côté système central. Qui dit un certain nombre de technologies potentiellement assez complexes, en même temps que de nombreux besoins différents, dit forcément une chaîne de valeur assez compliquée. Or, bizarrement, quand on regarde les schémas représentant la chaîne de valeur, telle qu'elle est censée exister dans le domaine de ces systèmes-là, on a toujours quelque chose d'assez simple, d'assez linéaire, qui est ce que je vous présente là. À gauche, le matériel, suivi de la connectivité, ensuite une partie intégration, une partie logicielle, et puis une partie, on va dire, application verticale, vraiment à destination des utilisateurs finaux, une adaptation au métier de chacun. En fait, si on passe un petit peu plus de temps sur l'analyse des différentes activités dans le domaine, on arrive plutôt à ce style de schéma, qui passe d'abord en 2 dimensions, et ensuite qui indique un plus grand nombre d'activités. On ne va pas rentrer dans le détail, ça serait trop long, vous pourrez le regarder, vous aurez les présentations. De toute façon, je voudrais simplement dire qu'il y a un rectangle, si j'arrive à rattraper la souris, ici au milieu, qui est très important, c'est l'activité de type intégration. C'est cet acteur-là, c'est cette activité-là qui va faire que, en réunissant l'ensemble des éléments technologiques fournis par les autres activités, va faire donc que le système résultant est cohérent, il est évolutif, il est fiable et il répond aux besoins de l'utilisateur final. Et ça, c'est un acteur extrêmement important, repose sur ses épaules en fait énormément de choses. Un autre élément qu'on oublie souvent, c'est qu'à la droite de cet intégrateur se trouve l'installateur. Et l'installation, que ce soit pour un système grand public ou que ce soit pour un système professionnel comme par exemple le système taxi où vous avez l'installation d'émetteurs-récepteurs et d'équipements embarqués dans les véhicules, l'installation est quelque chose qui, lorsqu'elle est mal faite, va provoquer de subtils problèmes dans le système que vous mettrez très longtemps à identifier. Alors, on vient de voir que la chaîne de valeur était compliquée, on a dit que les technologies n'étaient pas forcément simples, donc forcément, quand on a une activité dans ce domaine-là, on se trouve face à un certain nombre de difficultés. Je n'ai pas tout mis sur le transparent parce que ça donnait des lignes en caractère trop petit. Vous trouverez dans les notes qui sont jointes à la présentation un certain nombre d'autres difficultés. Là, j'ai voulu simplement mettre 2 ou 3 par domaine. Au niveau technique, par exemple, bien garder en tête que lorsqu'on fait de la radio, le support de communication que vous utilisez est quelque chose qui est par définition non fiable et quelquefois, quand on parle de systèmes dans lesquels il y a de la mobilité, qui n'est pas permanent. Donc ça, c'est extrêmement structurant quand on conçoit l'architecture d'un système. La nécessité d'avoir une vue globale. Beaucoup d'acteurs se positionnent sur ce marché sans se donner la peine de se poser un certain nombre de questions. Ils n'ont par conséquent pas la vision globale. Ils vont faire peut-être un très beau design au niveau matériel,
mais le logiciel qui va tourner sur ce matériel va peut-être complètement planter le système, si vous me pardonnez le mot. Au niveau fonctionnel, on en a déjà dit quelques mots, les besoins sont souvent relativement différents, et il y a un problème qui guette souvent les sociétés ou les personnes qui veulent concevoir un système, c'est qu'elles vont aller voir l'utilisateur final et vont parler avec lui d'abord de technologie, plutôt que d'essayer de faire parler l'utilisateur final pour obtenir une vision cohérente et complète de ses besoins. Ça, c'est un point très important. Oubliez la techno lorsque vous êtes face à l'utilisateur et parlez besoins. Essayez de le faire parler au niveau de ses besoins. C'est pas toujours facile. En termes de gestion de projet, vous avez bien compris qu'il s'agit, dans la plupart des cas, de monter de petites équipes dynamiques, expérimentées, et dans 3 domaines différents au moins, ce qui n'est pas forcément facile. Il y a au moins 2 éléments qui peuvent aider un petit peu. Le premier élément, c'est l'open source. L'open source, bien sûr, au niveau logiciel. Alors, tout à l'heure, vous verrez la présentation de Benjamin Cabé concernant tout ce que fait le projet Eclipse en termes d'Internet des objets. Vous avez également l'open source au niveau du matériel. Depuis quelques années, on voit apparaître moi ce que j'appelle ça des petits bijoux, tout simplement, parce que c'est pas cher, ça fonctionne très bien. Ça s'appelle Arduino, ça s'appelle Raspberry Pi, ça s'appelle BeagleBoard, et vous en avez des tas d'autres, et ça vous permet vraiment de monter rapidement des prototypes et de façon remarquablement efficace. Se rajoute un 3e élément qui sont les données en open source. Je me souviens que lorsque nous avons fait notre premier système taxi, il s'agissait de représenter un suivi cartographique des taxis. Nous avons dû payer des milliers de francs les données cartographiques pour la métropole pour laquelle nous livrions le système. Aujourd'hui, tout ça c'est gratuit. Vous prenez OpenStreetMap, ce sont des données de très bonne qualité et vous pouvez monter un système cartographique de très bonne tenue sur ces données. Et enfin, le dernier point qu'a présenté tout à l'heure Pascal, les Fab Labs, qui commencent à être de plus en plus fréquents, disponibles, utilisables. Et tout ça mis en place, ça vous permet vraiment une accélération dans vos projets. Et de toucher du doigt, de mettre les mains dans le cambouis, comme je dis souvent. Donc, vous pouvez utiliser l'open source, mais à l'inverse, vous pouvez redonner au monde de l'open source. Et je donnerai simplement 2 exemples pour montrer que ça peut être très très intéressant. Par exemple, pour les sociétés commerciales, de faire ça. Regardez un petit peu ce que font des sociétés comme Sierra Wireless ou comme Digi, qui ont mis en open source une grande partie de leur offre. Et vous verrez que on peut tout à fait continuer à recevoir, à signer des contrats tout en faisant de l'open source sans aucun problème. Le deuxième point qui peut vous aider dans les projets, dans la conception de systèmes compliqués, c'est les standards. Alors, sur ce petit transparent, je vous ai mis simplement un certain nombre d'organismes qui œuvrent au niveau des standards que l'on peut rattacher au domaine de l'Internet des objets du M2M. Il y en a beaucoup, il faut faire ses courses. Il ne faut pas forcément se laisser influencer par les discours de certains organismes de standardisation. Il faut vraiment prendre le temps de regarder un petit peu, mais ça peut apporter beaucoup de choses au niveau typiquement de la définition propre des interfaces entre différents composants des systèmes. Je voudrais vous présenter juste 2 ou 3 anecdotes que j'ai eu à connaître. La première, typiquement, concernait la connaissance, la bonne connaissance des besoins utilisateurs. Il y a au moins 12 ans, 13 ans de ça, on nous avait demandé, nous avions décidé de répondre à l'appel d'offres d'une société de collecte de déchets ménagers, dont le donneur d'ordre, qui était une collectivité locale, lui avait imposé de prouver que les camions de la société en question faisaient bien les circuits de collecte de déchets. La société donc, a émis son appel d'offres. Nous avons passé pas mal de temps avec le directeur de la société jusqu'à ce qu'on se rende compte, tous les deux, le directeur et nous-mêmes, qu'au final, il n'y avait pas de besoin de temps réel. Et donc, ce que nous avons fourni à l'entreprise, c'était de simples boîtiers enregistreurs dans les camions. Et lorsque le camion arrivait à son point de garage le soir, le personnel technicien, le personnel technique reliait par un câble, tout simplement, le camion, l'équipement embarqué dans le camion, à un PC. Les données étaient téléchargées, le lendemain, la liste des collectes faites, non faites, etc., les erreurs étaient transmises à la collectivité locale. Tous nos concurrents ont répondu de façon complètement standard, avec un équipement embarqué, un module de communication GPRS et donc des abonnements mensuels à payer. Juste à titre d'information complémentaire, c'est à ma connaissance le seul exemple de système mobile de gestion de flotte de véhicules donc, dans lequel la connectivité se fait par câble. Deuxième exemple, deuxième anecdote,
Notre premier système taxi, pour notre premier système taxi, nous avions sous-traité la conception de l'équipement embarqué à un fabricant qui avait une très bonne renommée sur le marché, un grand constructeur d'équipements de radiocommunication, et qui nous a fait un équipement qui malheureusement s'est révélé dès les premiers tests un petit peu importants, on va dire, s'est révélé défectueux à deux niveaux, niveau hardware et niveau software. Nous n'avions pas le temps de redemander un nouveau design, nous n'avions pas l'envie de partir en justice, nous le voulions livrer, nous avons trouvé un moyen de contourner le problème, les deux problèmes, au niveau logiciel, simplement en cachant le fait à l'utilisateur final qu'il y avait un reboot qui se reproduisait régulièrement dans l'équipement. Par contre, la décision que nous avons prise immédiatement, c'est que les versions d'après, ce serait notre design, on en serait maître, on ferait ce qu'on voulait, et on ne mettrait pas de bug dedans. Et c'est ce qui nous a permis de produire un certain nombre de systèmes complètement adaptés à nos utilisateurs par la suite. On va passer sur le dernier exemple, parce qu'on n'a pas trop de temps non plus, on est un petit peu limité. Vous trouverez d'autres exemples dans les notes jointes à la présentation. Je voudrais maintenant revenir sur notre système taxi 1994. Vous vous souvenez, tout à l'heure, il y avait un petit schéma qui montrait ce qu'il y avait dans le taxi. Il y avait un boîtier, un émetteur-récepteur, un combiné, etc. Et donc une certaine quantité de logiciels dans cet équipement embarqué. Des drivers, y compris du récepteur GPS, la partie applicative, etc., etc. Un certain nombre de choses. Qu'est-ce que nous utilisions à cette époque-là pour faire tenir tout ce logiciel? Tout simplement un microcontrôleur 8 bits, 32 kilooctets de mémoire flash pour le programme et 8 kilooctets de mémoire RAM pour les données, on va dire, dynamiques. Aujourd'hui, n'importe qui réaliserait ce système pourrait partir sur un téléphone, sur un smartphone par exemple, et donc c'est une autre échelle, ce sont des gigaoctets. N'empêche que si on regarde la différence entre 1994 en termes de prix, donc un microcontrôleur plus de mémoire externe, en gros, j'ai essayé de reconstituer le coût, c'est pas forcément facile, mais en gros on était aux alentours de 12 € en quantité. Si on prend pour à peu près le même prix ce qu'on trouve aujourd'hui en termes d'offres technologiques, vous avez des microcontrôleurs 32 bits, avec un pipeline à 3 étages, avec 30 fois plus de mémoire flash, et cette fois-ci dans la puce elle-même, et non plus à l'extérieur. Vous avez à peu près 15 fois plus de RAM, et vous avez une horloge 90 fois plus rapide. Donc, bien entendu, on peut mettre beaucoup plus de choses. Mais à l'inverse, depuis 20 ans, il y a une espèce d'inflation qui s'est produite, parce que la nature a horreur du vide, il y a une espèce d'inflation qui s'est produite au niveau du code développé par l'ensemble des développeurs, et vous vous retrouvez finalement toujours à avoir un logiciel qui va arriver au ras de la capacité mémoire que vous avez. Et ça, c'est quelque chose que je voudrais mettre en avant. Si, lorsque vous développez un équipement, un objet, de l'Internet des objets, vous pouvez vous reposer sur une équipe qui maîtrise le paradigme, qui lui permet de développer du code réellement adapté à une plateforme de type microcontrôleur, alors là, vous pouvez avoir quelque chose de complètement différenciant par rapport à vos concurrents qui, eux, peut-être, seront plus dans une vision, on va dire, bureautique, enfin pas bureautique, j'exagère un peu, parce qu'on va pas mettre de l'Excel là-dedans, mais plutôt dans une vision PC de bureau, enfin environnement habituel. Donc au final, on a parlé d'exemples, on a parlé de difficultés, on a parlé de chaîne de valeur. J'ai toujours pas donné la définition de ce qu'était à mon sens l'Internet des objets ou M2M. En fait, je suis plutôt allé voir sur Internet. Je vous conseille de faire le même exercice que moi. Vous verrez, vous trouverez des dizaines et des dizaines de définitions. Beaucoup sont contradictoires, incohérentes entre elles. Et au final, j'en arrive à dire la chose suivante, c'est qu'un acronyme, un concept tel que l'IoT, qui possède autant de définitions, ne peut pas avoir d'existence, il ne peut pas exister. Donc ma première conclusion, c'est l'IoT, ça n'existe pas. Je suis désolé, on peut tous rentrer chez nous. C'est terminé. Je vous souhaite un bon match de foot. Bon, alors bien entendu, je dis ça avec un sourire, mais au final, ce qui existe, et c'est surtout là-dessus que je voudrais insister, c'est qu'il y a des besoins et il y a des technologies qui vous permettent de répondre à ces besoins. Il s'agit de bien les maîtriser. Bon, au final, je le disais, l'IoT, ça existe. Mais l'Internet des objets n'existe que s'il y a des objets. C'est le deuxième point sur lequel je voudrais insister. On voit aujourd'hui de plus en plus d'annonces de plateformes dans le cloud, dans le nuage. J'ai passé une petite heure à essayer de rassembler une liste de plateformes et en moins d'une heure, je suis arrivé à plus de 30 plateformes. Et il en sort de nouvelles chaque semaine. Mon avis personnel, je le partage, c'est que la valeur ajoutée n'est pas forcément au niveau de ces plateformes. La valeur ajoutée, elle est principalement au niveau des objets, premier niveau, première accolade comme ici,
aller également au niveau de la gestion de la communication de façon fiable entre ces objets et justement les plateformes, et enfin, aller au niveau de la vision globale qui vous permettra de maîtriser le système. Merci pour votre attention.